Dans les lois de Maritaï, dans les lois, l'interdiction de veiller le soupçon chez autrui, donc on avait dit il y avait deux définitions. La première, c'est une mitzvah de la Torah de juger favorablement le prochain, c'est-à-dire, comment il dit Tasso? Donc c'est l'obligation de juger favorablement le prochain, c'est une mitzvah de la Torah. Or, quand tu vas agir de manière suspicieuse, tu vas éveiller le doute et donc tu vas tu vas entraîner le prochain de te juger négativement. C'est toi qui vas, par ton comportement suspicieux, qui éveille le doute, tu vas entraîner le prochain, tu vas le faire échouer dans son devoir de te juger favorablement. Donc ça, c'est la raison pour laquelle la Chachamot t'interdit Maritaï. Donc même si tu fais un acte parfaitement permis, le fait que tu le fasses de manière suspicieuse et que tu te mettes dans une situation comme ça douteuse, eh bien, tu vas le faire transgresser cette interdiction. Deuxième interdiction, c'est quoi? C'est les gens qui font pas le truc qui est interdit, là, les gens jusqu'à présent ils disent voilà, tu vois, c'est permis, c'est interdit. Tu vois une fille religieuse qui fait, si elle le fait, c'est sûr que moi je peux le faire. Donc immédiatement les gens ils vont être induits à l'erreur. On avait fait la distinction entre, on avait donné des exemples pratiques de ça ou pas? Non. D'accord. Le Rav Moshe Feinstein, il dit par exemple une personne qui se raserait avec un rasoir électrique, mais très très proche de la peau, c'est quand il t'appuie très fort, d'accord? En général c'est interdit, quand c'est trop proche de la peau, qu'il ne reste aucun poil, c'est-à-dire, bon, vous ne voyez pas extérieurement, mais quand en tout cas au toucher, on peut sentir quand il y a encore la racine. Mais il y a des machines, il y a des rasoirs électriques, qu'est-ce qu'elles font? Ça s'appelle truc en cut, c'est-à-dire genre ça va aspirer le poil, ça le couper à la base. Et là, à ce moment-là, il reste plus rien. Bon, ça, c'est un autre problème de baltachrit. C'est quoi baltachrit? Quand on est petit, on lui dit baltachrit, c'est quand tu finis pas ta soupe, n'est-ce pas? Ouais. D'accord. Ça, c'est pas vrai, c'est ma grand-mère qui l'a inventé, finir sa soupe. Non, c'est bien de finir parce qu'elle va être contente. Mais c'est pas ça l'interdiction de baltachrit. L'interdiction de Horaïta, c'est quand tu te coupes, enfin un homme, les femmes, il n'y a pas de problème, quand un homme se coupe en dessous des os, il y a 5 os, il ne faut pas toucher avec un rasoir. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. C'est-à-dire les 5 extrémités du menton, et depuis le début jusqu'à la fin du menton, bien, on n'a pas le droit de les toucher. Il y a des hommes qui se rasent la barbe. Hein? Il y a des hommes qui se rasent la barbe. Des hommes qui se rasent la barbe, oui. Ils ont le droit, mais pas avec un couteau. Pas avec un couteau. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de mettre un couteau, mais une lame ici. On prend la machine à raser. La machine à raser, ça coupe. En réalité, ça ne rase pas. Normalement, on dit un rasoir électrique, mais en réalité, c'est que ça fait que couper le poil. Donc quand tu coupes le poil, il reste encore, la base, elle est encore là. Mais quand tu l'aspires à la base et à la racine et que tu le coupes après, l'affection il ne reste plus rien. Ou quand tu utilises une lame, là c'est l'interdiction de la droite, ça c'est baltachrit. Donc bien, Rav Moshe Feinstein il dit si tu utilises une machine, un rasoir électrique extrêmement proche de la peau, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils vont regarder et vont dire bah tu vois que finalement c'est permis. Ou bien ils vont te juger négativement, ils disent tu vois cet homme-là, il a utilisé une lame, c'est obligé. Il a une peau tellement lisse, il n'y a rien. Et je le répète, vous, une fille, je ne crois pas qu'elle voit. Les hommes ils ont l'habitude où ils touchent avec le doigt, d'accord, et ils voient qu'il y a effectivement quelque chose encore, une certaine pas, c'est-à-dire que la peau elle n'est pas parfaitement lisse. Donc tant qu'on arrive à reconnaître que tu as été rasé avec une machine, avec un rasoir électrique, donc il reste encore la base. Alors c'est bon. Mais quand tu te rases tellement proche de la peau, d'accord, donc tu vas frotter, tu vas appuyer très fort avec ton rasoir électrique, dans ce cas-là on te dit c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? L'intérêt, il y a une histoire de mariter, les gens ils vont te voir, ils vont dire bah tu vois, si lui il le fait c'est que finalement c'est permis, ou bien ils vont te juger négativement, ils vont dire tu vois cet homme-là, je pensais qu'il était religieux, mais la preuve il se rase à la lame. Donc première interdiction du Rav Moshe Feinstein. Deuxième interdiction, il te dit quand une personne, vous savez en France, dans certains pays comme ça on fait attention. Il y a certains dangers, donc le Rav Moshe Feinstein il dit si une personne elle mettrait un postiche sur la tête, qu'est-ce qui va se passer? Aussi c'est une kippa, c'est un truc, c'est en cheveux comme ça. Donc tu te balades dans la rue comme ça, ils vont dire bah tu vois, c'est que c'est permis, c'est que c'est pas obligé de mettre une kippa, la preuve c'est que lui il le fait pas, ou bien ils vont te juger négativement. Ah non, hein? Comme la perruque. Ah ouais, fait. Troisième point, donc c'est le point le plus sensible, bien le Rav Moshe Feinstein il dit la perruque, pas une perruque, mais une perruque de... Voilà, c'est-à-dire c'est une perruque de One Again. Vous connaissez One Again? C'est Hollywood, quoi. Il y a des perruques, quand tu éternues, tu as tout le casque qui va vers l'avant. D'accord? Des fois, ça peut tomber. Vous avez déjà vu ça? C'est-à-dire c'est une perruque, comment dire,
unilatéral. Ça. En fait, c'est un morceau, d'accord? Et quand tu bouges, ben, tout va bouger ensemble. Tu n'as pas une mèche qui va à droite, à gauche, et avec la mèche au milieu, l'arrêt au milieu, et avec les trucs, et tout ce qui est comme ça, très, très extrêmement naturel. Alors, M. Feinstein, il dit, si c'est tellement naturel que les gens maintenant risquent de se tromper, ils peuvent croire que tu n'as pas de perruque, alors à ce moment-là, il y a un problème de maritime. Il y a un problème de maritime, parce que les gens vont être induits à l'erreur, d'accord? Je parle pas, tout ce que je viens de dire, c'est pas dans le cas il y a un problème de tsinout. Parce qu'il y a un problème de tsinout quand tu es 10 fois plus belle avec tes cheveux, avec ta perruque avec tes cheveux, alors c'est un petit peu étrange. Je veux dire, ouais, mais tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça, c'est une très belle réponse, mais quand on est au VHM et qu'on recherche le bête, on ne regarde pas tout le monde, on regarde ce que le monde doit faire. Alors quand une jeune fille, elle est tchamaïm, elle est tsnoua, elle est préservée, tout le but d'une fille, avant le mariage, c'est qu'on ne la regarde pas dans la rue. Elle doit être toujours élégante et bien tenue, mais pas attirer le regard. Et tout d'un coup, maintenant tu te maries, tu as une perruque, on dirait maintenant, je sais pas qui, d'accord? On dirait un extraterrestre qui vient d'arriver comme ça avec une truc, enfin pas un extraterrestre, vous avez compris, dans le sens inverse. D'accord? On dirait quelqu'un maintenant avec des cheveux extrêmement naturels comme ça, à la hollywoodienne. À ce moment-là, t'attires beaucoup plus le regard finalement. Donc ça devient ridicule, enfin paradoxal. Pourquoi? Parce que quand tu es jeune fille, tu te préserves au maximum et tu veux pas attirer le regard si ce n'est de ton futur shidour, de ton futur khatan, mais en général, on comprend parfaitement qu'une jeune fille doit faire attention à pas attirer le regard, à se préserver. Mais une fois que tu te maries, alors, et ça malheureusement on voit beaucoup de personnes qui font ça, elles se marient, tout d'un coup elles disent bon maintenant ça y est, maintenant que j'étais une bonne élève jusqu'à présent, maintenant je me lâche, elles se mettent des talons grands comme ça, et en général ça les talons, plus tu as des grands talons, plus tu as des longues perruques, ça va ensemble, d'accord? Donc c'est inversement, comment on dit, c'est disproportionnellement égal, c'est-à-dire que plus c'est long, plus ça fait. Et donc, on te dit, et malheureusement, la jupe aussi, ça va, bref. En tout cas, ça va ensemble en général, d'accord? L'un et l'autre très court. Et ben, c'est comme ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu te maries, tu te dis, non, mais là, c'est différent, là, je fais ça parce que je suis marié, puis c'est mon mari qui me le demande. Alors, une fois de plus, il va dire qu'une femme, elle doit faire Retzon Ba'ala, mais elle doit prendre un mari, justement, qui est Réchamaïm, qui a ses notions, parce que quand il a rien dans le crâne, eh bien, dans les shkot, on n'apprend pas la shkafot. On apprend la halakha, on apprend, dans les bons cas, on apprend la halakha, on apprend surtout comment étudier, les pilpouls, comment se travailler, mais la shkafa, des choses comme ça, on a réfléchi, on ne dit pas explicitement, ils ont pas envie de choquer les bachouris, ils ont envie de motiver. Donc ils sont un peu livrés à eux-mêmes des fois, et c'est à la femme de venir et de donner justement ce genre d'ashkafa. Je n'ai pas dit qu'une femme elle doit ressembler à un vampire, je n'ai pas dit ça, je dis juste qu'elle doit bien au maximum rester toujours élégante, toujours classe, et toujours discrète, sans jamais réfléchir à un regard, et encore plus après le mariage, parce qu'après le mariage, ça devient une sorte d'oraïta, une femme. Ça devient Khalef Mita. Avant le mariage, alors, même si c'est pas bien d'être élégante, de trop élégante, mais au moins, au maximum, tu vas décrocher le gros lot et ça va être ton khadan qui va te regarder. Mais après le mariage, personne n'a le droit de te regarder, personne au monde. Donc en devenant plus élégante, en réalité, on fait exactement l'inverse que ce que la Torah nous demande. Pas plus ce que je viens de dire, c'est très simple. C'est juste qu'il faut y réfléchir. Comme il dit le Messilat Yesharim dans l'Agdama, d'accord, ce qu'il y a avec le Messilat Yesharim, c'est des choses extrêmement simples. Mais comme c'est tellement courant qu'on n'y réfléchit pas, on n'y met pas notre attention dedans, donc on peut passer, finalement, on peut rater le coche, on peut passer à côté de ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous. Donc il faut juste réfléchir. Comme ça, il dit à Moshe Feinstein, il te dit, donc je ne parle pas d'un cas où il y a un problème de tignout, il y a un problème de comportement paradoxal entre avant le mariage et après le mariage, et tout d'un coup tu deviens plus important après le mariage. Il s'agit de l'étape supérieure. Il dit ok, maintenant on parle d'un cas où la perruque elle est permise, pour ceux qui ont le minhag de faire ça, et qu'elle répond aux critères d'Halakha, d'accord, ils sont très, très exigeants, mais en tout cas on va dire si on arrive à la trouver, malgré tout après tout ça, il faut réfléchir, il faut vérifier s'il n'y a pas un problème de maritime, parce qu'à partir du moment où les gens peuvent se tromper en regardant ta chevelure, eh bien tu vas les induire à un maritime. Donc maritime à votre taille, eh bien, c'est ce cas bien précis. Mais il y avait une question, quand j'étais à Paris la dernière fois, je lui ai dit ça au sujet du hamburger, du cheeseburger. Non, j'étais rentré dans un restaurant avec un ami, ça s'appelait Papi Yehuda, il te proposait un hamburger cheeseburger, avec une creuse de fromage parvé. Et la question, moi quand il m'a offert ça, je lui ai dit mais attends, on n'a pas le droit.
Alors, j'étais revenu en Israël, j'avais écrit toute une chouva comme ça de 2-3 pages, je l'avais envoyé au rabbinat, c'était une Ashgacha Chabad. Bon, finalement, ils m'ont jamais donné de réponse. Et j'étais parti voir le rabbi Shalom Essas, c'était le rabbin de Jérusalem. C'était un adore comme ça, c'était un grand posek halacha. Et au début, il m'a amené plusieurs aspects, mais à la fin, il a été d'accord avec moi. Je vais vous expliquer de quoi s'agit-il. La halacha, le Shulchan Aruch nous fait part du lait de synthèse. Donc on va revenir au petit burger à la fin, mais avant ça, voyons la source. Donc le lait de synthèse, d'accord? Donc c'est quoi le lait de synthèse? C'est simplement du lait de soja, du lait d'amande, d'accord? Tout autre lait qui est composé de composants végétaux. Alors, ce lait de synthèse à bouteille, eh bien, on te dit, la halacha est écrit dans le Shulchan Aruch, qu'on n'a pas le droit, chapitre 87, paragraphe 4, on n'a pas le droit de cuire de la viande avec du lait de synthèse. Pourquoi? À cause de... Les gens ils vont dire, bah, tu vois, si Dvorah le fait, c'est que finalement c'est permis. Ou bien, je pensais que Dvorah c'était une certificat, la preuve, elle fait ça, c'est que tu vas entraîner ces deux interdictions. Maritaïn, ça va entraîner ces deux conséquences négatives. Parfait. On dit, tu n'as pas le droit de le faire. Alors on dit comment faire? On dit, tu dois mettre autour de l'élément de cuisson, autour de la marmite. Donc quand tu es en train de cuire maintenant ta viande, et tu rajoutes du lait de soja pour donner du goût, pour donner la consistance, pour donner comme c'est une sorte de texture, d'accord, un petit peu crémeuse. Alors tu dis, ok, tu veux le faire, mais c'est du lait de soja, c'est parfaitement parvé. Donc tu n'as qu'à déposer autour de la marmite, tu déposes des amandes. À l'époque, donc le lait de soja, le lait de synthèse, c'était juste avec du soja. Prenez du soja ou des amandes, il est pilé, d'accord, et ça devenait blanc comme ça, une sorte de liquide blanc, un peu comme l'orgeat. Mais l'orgeat c'est jaune, non? C'est un peu jaune. En tout cas, il s'agissait d'un liquide blanc. Et Dieu dit, donc à l'époque du Shulchan Aruch, il fallait déposer autour de la marmite quelques amandes ou quelques soja. À notre époque, on va dire, tu déposes la bouteille, d'accord, la bouteille de lait au soja, tu la mets autour de l'élément de cuisson, de manière à reconnaître immédiatement quand tu vas regarder, donc quand tu vas assister à cette cuisson, tu vas te rendre compte qu'en réalité, ce que tu vois blanc à l'intérieur, ce n'est pas du lait végétal, du lait animal, mais c'est du lait végétal, donc il n'y a plus aucun problème, d'accord? Donc je répète, bien que cuire de la viande avec du lait de soja, il n'y a pas de problème en soi-même, parce que c'est parvé. Malgré tout, tu vas éveiller le soupçon sur toi, et on va croire que tu transgresses l'interdiction de l'eau tevachel di bachalabimo. Donc une fois de plus, tu vas éveiller sur toi le maritaïn lorsque tu vas faire ce genre de cuisson. Donc tu es obligé de laisser autour de la marmite, tu laisses l'emballage. Tu laisses la boîte, la bouteille de lait, tu laisses quelques amandes ou du soja. Comment? Dans ce cas, c'est autorisé? Dans ce cas, ça sera autorisé parce qu'une fois de plus, les gens ils vont regarder, la personne elle est en train de cuire de la viande avec du lait, comme ils vont reconnaître tout de suite que le lait en réalité c'est sûr, c'est pas du lait, la preuve c'est qu'il y a des amandes, c'est qu'il y a du soja, c'est qu'il y a l'emballage, il est écrit parvé, donc il n'y a plus de... Donc si sur une carte dans un restaurant, ils mettent truc, mais ils écrivent Cachère. fromage parvé. Ouh, mais ils vont le mettre où les gens qui me voient dans la rue? Après c'est qu'un restaurant en général c'est sur... comment dire? C'est sur... Vitre. Sur vitre, d'accord, vitre ouverte, donc c'est sur la rue. Donc les gens ils passent, ils me voient. Moi le problème il n'est pas sur moi, moi je sais que c'est du fromage parvé, le problème c'est les gens qui me voient. Il a écrit cachère, il fait ça, c'est ce que mon chef m'a dit. Il m'a dit ça, il a écrit cachère en gros, donc les gens ne vont pas avoir doute de toi. Alors, je lui ai répondu, j'ai vu une voix d'arabe. Maritaï, c'est-à-dire que c'est moi qui fais un acte qui est suspicieux. Alors maintenant, même dans un restaurant cachère, si maintenant je fais quelque chose de bizarre, ou que les gens maintenant ils sont en train de passer, ils me voient, ils voient moi avec une barbe, ils voient une fille de séminaire, si elle le fait, c'est-à-dire que les gens, ils ont tellement peu de connaissances, ou ils sont peut-être très, très superficiels, ils vont pas rentrer maintenant, comme vous dites, alors c'est cachère, c'est qu'en fait c'est du parvé. Moi je parvé, malheureusement des gens qui connaissent rien, ils peuvent être induits à l'erreur. Donc, après la Michel il a reconnu, il a dit effectivement, dans ce cas-là, ça reste encore interdit. Et donc à Odaï, selon ce qu'on a dit, si maintenant tu viens et que tu mets du fromage parvé sur ta tranche de viande dans ton hamburger et que ça coule sur les côtés, donc ça fait exprès pour qu'on le voit, n'est-ce pas? Quand tu vois la photo du Burger King, elle est attirante, n'est-ce pas? T'as envie de la manger ou pas? Oui. Oui ou non? Pas du tout, qui a dit pas du tout? La Gemara elle dit il faut dire ifshi ve ifshi. Le ma essayé chez Akadosh Baruch Hu ça, j'aurais voulu le manger. Ah, j'aurais kiffé, mais c'est vraiment un kiff là. D'accord? On dit des mots comme ça, truc, et on dit vraiment j'aurais voulu le manger. Il faut se conditionner pour montrer qu'on aurait envie. Akadosh Baruch Hu nous interdit. Donc quand tu vas te retenir, tu vas recevoir un salaire parce que tu t'es retenu d'une. Mais si naturellement tu as de goût, non, j'ai pas du tout envie. C'est vrai que quand on va chez un charcutier,
savez que le charcutier, il a la tête du cochon là, avec les trucs roses et le gros comme ça là, d'accord? Et bien avec Monsieur Dupuis, il te vend son truc, c'est vrai que ça donne pas très envie quand tu as la tête du porc là, avec la tomate chérie dans sa bouche, avec les grosses oreilles comme ça, c'est vrai que ça donne pas très envie, bon ça je reconnais, mais sinon, en dehors de ça, parce que nous ça nous dégoûte le porc, un Israël il est trop kadosh, mais en dehors de ça, dès qu'on voit une très belle photo de cheeseburger, des choses comme ça, hein, alors il faut dire, j'aurais aimé le manger, mais simplement, je me retiens parce que c'est beaucoup de l'interdit. Donc quand tu vois ça, hein, et qu'ils font exprès que le fromage coule sur les côtés, et bien à ce moment-là, il risque d'avoir un problème de rétaine. Oui. Si personne ne nous voit, quand on prépare notre repas ou quand on mange notre truc, très bonne question. c'est pas un problème. De peur qu'on soit. Oui, Marlène. Baruch atah Adonai, Eloheinu haolam she'akol nהיה בדברו. De peur qu'après on repasse en public, c'est sûr. La halakha dit comme ça. Il y a écrit dans les lois de Maritain, il y a écrit dans Siman Taf Kouf Samer, allez faire les lois de Yom Tov, il y a écrit dans la halakha que Kol ma she'asru mishum Maritain asru aflu bechadrei chadarim. Tout ce qui est interdit à cause de Maritain, on l'a aussi interdit, où ça? On l'a aussi interdit quand tu es toute seule dans la chambre, que personne te voit, tu as la porte fermée à clé, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, personne ne va avoir des doutes sur moi. En réalité, Maritain, c'est quand même interdit, même dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que Maritain, c'est toi, tu te mets dans une situation suspicieuse, même si il n'y a personne qui te regarde. Mais c'est-à-dire que l'interdiction, elle incombe à toi. Comment? Nami? Non, mais comment on fait ça à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait, en général, dites-moi? Donnez-moi un cas. Des fois, on est en train de manger de la viande et ma soeur, elle se fait un cafolat avec du lait de soja devant nous. Non, devant, il n'y a pas de problème. Non, pas genre elle mange avec moi à table, quoi. À table, ok, il n'y a pas de problème non plus. Ah, C'est avec. c'est cuire avec. C'est vous, vraiment, vous n'avez pas le droit de faire une situation qu'au moment de cette action, c'est un interdit, on va croire que vous faites un interdit, vous. S'il y a deux personnes, on est à table, et que toi tu manges la viande, moi je mange du lait, moi je fais ce que je veux, on n'est pas sujetti. Alors c'est vrai que la halakha nous demande de mettre un signe distinctif, on va le voir dans les chaînes immédiatement. Quand tu manges avec ta camarade ou quelqu'un que tu connais, tu dois mettre un signe distinctif. D'accord? Là, en face, à un côté de l'autre, ou quelque chose qu'on voit. Même une bague, ça pourrait suffire, il faut juste qu'elle ne se cache pas en dessous, qu'elle ne soit pas perdue en dessous des assiettes. Quelque chose qu'on arrive à reconnaître. Un portable, par exemple, ça ne marcherait pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Souvent, quand ça te dérange, c'est dans les poches, c'est gros, alors tu le mets à table. C'est plus considéré comme un signe distinctif. Un signe, c'est quelque chose d'un objet qu'on n'a pas l'habitude de mettre à table. Donc un stylo, une pièce, une bague. Un set de table, c'est suffisant. Hein? Les sets de table qu'on met en dessous. Ouais, un set de table, parce que c'est pas considéré que sur la même table. Ok, à vos tailles? Mais plein de fois aussi, ma mère, elle fait des sauces au lait de soja. Ah oui, ma mère elle fait de la viande au lait de coco. Ouais. Au lait de coco? Ouais. Voilà. Non, moi, au lait de soja. Mais elle est blanche, À quel étage vous habitez? Elle fait du lait au coco. Quel étage? Je fais du lait de coco. Quoi? Mais non, Non, c'est vrai, c'est quel étage? Non, moi, Quel est l'accaparable? non, ma mère, elle fait vraiment au lait de soja. C'est vrai. Voilà, on va voir. Allô, on comprend un peu. Ok, à vos tailles. Très bien. De toute manière, si on laisse Ouais, voilà, il y a une solution, mais simplement. Cuisine pour moi, de toute manière, je laisse tout dehors, je mange. Et... Ouais, magnifique. Si quand vous cuisinez, vous faites tout, vous mangez, vous laissez tout sur le temps de travail, ça va. Mais il paraît qu'ils avaient fait une étude, vous savez, ils avaient pris des menuisiers comme ça, des ébénistes, et ils leur avaient demandé de construire un objet, et ils voulaient voir qui travaillait de la manière, la plus rapide. Donc ils ont mis comme ça un représentant de chaque pays, et ils ont fait donc une compétition, tac, chronomètre, on va voir combien de temps tu vas construire ta table, tu vas fabriquer, tu vas réparer. D'accord, donc c'était tous des ébénistes, ils avaient tous le même niveau professionnel, simplement ils voulaient savoir qui est le plus rapide et le plus efficace. Qui a gagné, d'après vous? C'est avec toute l'Europe, enfin du monde entier, je crois qu'ils avaient fait. Non, c'est rien, non, surtout pas. Quand même. Bah, le français. Non. Avec 40 ans, Le chinois. Les Français, ils étaient très avancés. Chinois, non, lui, il mangeait un bol de riz avant de commencer, mais il a perdu du temps en mangeant son bol de riz. Non, ça va. Le japonais. L'américain. Le juif. L'américain, il a voulu s'en va. L'Africain. L'Africain. Le Non, Somalien. Le chinois. Non, Tunisien, Le japonais. L'Allemand, il a gagné. Pourquoi? Alors, Pourquoi il a gagné? Parce qu'en réalité, chaque fois qu'il travaillait, donc il sortait donc la perceuse, d'accord? Ou la visseuse électrique. Il apprenait,
tac, il la remettait à la place, à chaque fois. Donc à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il perd du temps quand il fait ça à chaque fois. Il est en train de construire, hop là, il pose son marteau. Et chaque fois qu'il utilisait un outil, il le remettait tout de suite à la place. Alors pourquoi il a financé celui qui a priori, il perd du temps. Quand il cherche. cherchait. Parce qu'après, l'étape d'après, il faudra de nouveau rechercher. Alors le Somalien, il avait 3000 trucs, il dit attends, mince, il est où? Je sens que tu cherches. Parce que l'autre, il savait exactement où ça se trouvait. C'est-à-dire que c'est une perte de temps quand on range immédiatement, en réalité. On gagne beaucoup plus de temps dans l'efficacité et même dans l'ordre d'une tête. La tête d'une personne, quand il sait que c'est ordonné, eh bien, une sorte de sérénité intérieure. Vous connaissez sûrement cette histoire, je vais vous la raconter, au sujet du Rav Dessler, Rav Léo Dessler. C'est qu'il était arrivé en Angleterre. Au début, il avait une seule communauté, je sais pas, il paraît que c'était même pas minial. Il a eu beaucoup, comme ça, il s'est beaucoup investi pour la communauté, pour l'augmenter, et la yeshiva. Il a envoyé son fils, il y avait rien de Torah. Il raconte quand il arrive en Angleterre, il n'y avait rien du tout. Le monde de la Torah, il était un véritable désert. Donc il a envoyé étudier son fils à l'étranger, dans je ne sais quel yeshiva, je crois à Vilna ou je ne sais où. D'accord? À Brisk, je crois qu'il est parti à Brisk. Et là-bas, il est parti pour étudier. À l'époque, il n'y avait ni téléphone, ni même télégramme, c'était très compliqué comme ça, vous raconter. Donc il a entrepris un bout de plusieurs mois pour avoir des nouvelles de son fils, il a entrepris un voyage, il est arrivé à la yeshiva. Et il a vu le Dessler comme ça qui rentre, il va au Chabad, il a dit est-ce que je peux voir la chambre de mon fils? Il dit oui, bien sûr. Et il a dû voir qu'il voulait voir l'épaisseur des lits, voir s'il n'y a pas des acariens dans les matelas, ainsi de suite. Bref, il arrive, il ouvre son armoire, il voit que tout était nickel, comme ça, les chemises, les chaussettes, les pantalons, les t-shirts, tac. Il a dit ok, il a fermé la porte, allez au revoir, passez bonjour mon fils. Il dit mais une seconde, il le met à Midrash. Vous êtes venu maintenant, vous avez entrepris un voyage de plusieurs jours pour arriver. Il dit non. Il dit à partir du moment où j'ai vu, j'ai pas envie de faire du tout d'or, mais vraiment j'ai vu sa chambre, j'ai vu son armoire, j'ai compris qu'il était ordonné, qu'il était organisé. Pour moi, c'est le signe qu'il est heureux. Une personne qui est organisée un repas, c'est le signe qu'il est bien dans sa tête, qu'il est Messouda. D'accord? Je n'ai pas dit qu'on doit devenir non plus malade, parce qu'il y a des gens qui tombent à l'extrême, et surtout des femmes qui font ça, elles deviennent maniaques, dès qu'il y a un problème, dès que la maison n'est pas bien, elles se sentent mal, elles font des malaises. C'est pas du tout le but. L'essentiel, c'est d'être ordonné pour être plus efficace, pour être plus, comment on dit tout à l'heure, comme l'allemand, tac, il vient, il range. Alors tu me dis, c'est une perte de temps le matin. Pourquoi faire mon lit le matin en sachant pertinemment que le soir je vais devoir le défaire? C'est dommage, je perds du temps, étiré, et bien appliqué, et puis il n'y a pas beaucoup de place dans la chambre. Ah non, laisse tomber, je vais me casser le dos, je suis fragile, il faut que je garde des forces dans mon dos pour les grossesses. Non, laisse tomber, c'est pas pour moi. Mais en réalité, tu crois que tu perds du temps, d'accord? Mais en fait, tu en gagnes beaucoup plus, parce que une personne qui sait qu'elle est organisée, je répète, c'est des détails. Même dans le sac d'une femme, on peut rien faire. Il paraît que, même si je vous explique jusqu'à demain que c'est important de l'avoir propre, il paraît que c'est dans tous les sens, il y a de tout dans un sac, jusqu'à Pessah. En général, pas que les femmes, peut-être pas les jeunes filles, je sais pas. Ouais, mais elles font pas elles ont besoin, c'est peut-être une sorte comme ça de melting pot, tout est mélangé. C'est là, je parle pas du sac parce que c'est un petit truc, mais l'armoire, la chambre, les cahiers. La fois je suis venu à Saint-Denis, je me suis dit, mais voilà, là ici c'est peut-être un pour vous, ici on étudie 10 heures par jour, d'accord? Donc c'est un véritable, il y a une douchade dans cet endroit. C'est ici qu'on a, il y a des chamottes qui se sont révélés, la lacha, la hashkafa, le moussa. Donc ça, ici, cet endroit, ça doit être un endroit kadosh chez le juif. D'accord? C'est pas que le kotel qui est kadosh. Simplement, c'est en fonction de l'organisation. Si tu es messoudère, tu as tes cahiers ici, tu sais où tu écris, elle les écrit sur des feuilles, les feuilles après ça va dans tous les sens. C'est très mal. Être messoudar au texte, ça donne énormément, ça fait du bien d'abord, on se sent bien au fond de soi, même si tout de suite c'est un peu prenant, c'est un peu comment dire, étouffant, parce que tu te sens pas libre, mais au contraire, à long terme, ça fait une satisfaction personnelle, une sorte de sérénité. Comme une personne qui est messoudérée dans le taille, elle est messoudérée. Elle se sent sereine, elle se sent comme ça, bien avec elle-même. Et c'est surtout pour une femme, en fait. Surtout pour une femme, c'est la base. Et c'est très important. Hachem, une future femme d'Israël, que sa maison soit propre, que son mari soit propre, que ses enfants soient propres, tout dépend de la femme. D'accord? Vous avez beaucoup d'achayot sur les épaules, c'est vrai. Simplement, quand vous êtes mashkia, après, vous en profitez. Azorim, Bedima, Berinek, au début, donc, vous devez sans arrêt, vous travaillez ça, sans arrêt, mais après, combien vous profitez, combien vous mettez, on a cette satisfaction. Je me rappelle, il y a une femme qui m'a dit qu'elle a décidé que son mari était avrech, écoutez, raconter cette histoire, elle a décidé que son mari soit avrech. Pourquoi? Parce qu'elle a vu la femme d'un rave, elle a vu tous les enfants, ils étaient tous comme ça, tirés à 4 épingles, les soudards, propres, avec les pertes, mais tout, des pertes avec les bigoudis, enfin bref, je sais pas, ils étaient très religieux.
Et pourtant, la personne, elle se posait pas la question, parce qu'à la vache, elle m'avait dit, mais si, je peux être femme d'un frère, et en plus être Mesuderet, donc elle me sentir bien, donc une fois de plus tard, cette série d'intérieur, quand tu vois, les enfants ils sont propres, ils sont Mesudarim, ils sont tenus, ils sont impliqués. Alors ça donne énormément j'avais entendu un de mes Chéchia qui avait dit ça, il a dit à notre époque, il y a tellement de personnes qui font tchouva que grâce à la cellule familiale, il dit regarde, à table, qui est Mashika à la table, on est assis ensemble, on dit des vraies Torah, on écoute le petit bébé, il arrive comme ça avec sa feuille, il sait à peine lire et tout le monde le regarde, il dit voilà, il a dit la paracha, c'est qui le évêque d'Abraham, c'est qui la femme de Yitzhak, des petites questions comme ça, mais dès qu'il va dire un mot, tout le monde va être autour de lui. Et c'est comme ça cette sérénité, les chansons, le calme, mais je dis pas qu'on est toujours calme à la maison, on est des excités, mais simplement une ambiance comme ça positive de construction. Ça soude énormément dans une famille. Combien de personnes ont fait tchouva grâce à ça? Les gens à l'extérieur, il n'y a pas cette notion, il n'y a pas le Shabbat pour les chaber et Troulin, pour unir tout le monde, pour manger tous ensemble. D'accord? Combien? C'est tellement important. Et la femme, elle a une part finalement tellement grande dans ça, parce qu'en fait, quand elle décide de l'acheter à la maison, alors après la virale, l'atmosphère, elle devient chaleureuse, elle devient positive. Après, tous les enfants, ils ont envie de les travers. Même si des fois, tu as des enfants un peu plus turbulents, des fois, tu as des enfants, ils sont un peu plus forts de caractère. Ils passent une période, après, ils disent non, j'ai besoin de retrouver cette chaleur. Ça aide énormément. Mon Rav disait que les gens, ils font tchouva, énormément de gens qui font tchouva à notre époque, c'est grâce à ça. Il dit si je vois une famille comme ça, j'ai envie de leur ressembler, moi. Pourquoi je vais rester comme ça, dessoudé, chacun son truc, chacun sa poire, chacun mange son côté, on n'a aucune union, rien du tout. Non, c'est pas, on n'est pas au syndicat, on est dans une famille, on est dans un côté, comme ça on a des devoirs, c'est vrai, on a aussi des traits de bouillotte, on a envie de donner, on aime donner une chaleur et une atmosphère à bouteille positive et chaleureuse. Tout ça à bouteille dépend de la femme. Quand la maison est propre et qu'elle se sent, elle est machki à la maison, elle va kiffer, elle va aimer la maison. Une femme qui est toujours dans ses carrières professionnelles, à la maison, c'est un poids. Alors l'atmosphère devient de plus en plus, moins, ou en tout cas moins chaleureuse à la maison. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler, il faut travailler. Simplement le Ika, que le Ika, c'est que la femme elle se sente bien à la maison, qu'elle se sente heureuse, qu'elle se sente épanouie, que la maison soit propre, qu'il y ait toujours côté chaleureux comme ça. Et de cette manière, eh bien, on peut renforcer énormément notre propre cellule familiale. Et après, on peut faire un grand Kiddush Hashem. Des gens qui sont forts au niveau familial, ils sont très forts à l'extérieur, ils peuvent faire beaucoup plus de travail. Quand à la maison, ils ont des hauts débats comme ça, qui ne se sentent pas épaulés par leurs femmes et leurs enfants. Quoi qu'il en soit, donc on revient à notre sandwich parfait. Donc on a dit à nos cheeseburgers. On a dit qu'est-ce qui se passe. Sur les côtés, donc il va y avoir des tranches de fromage qui vont dépasser. Donc les gens vont te voir, ils vont croire qu'il s'agit de véritables fromages. Donc a priori, tu vas les induire à l'erreur dans leur obligation de ils vont pas pouvoir maintenant te juger favorablement. Donc c'est un problème de maritaine. Ah, je vais dire, mais alors, à notre époque, il y a du fromage parfait. D'accord? Bien, eux, quand ils passent dans la rue, ils te regardent par la fenêtre, ils regardent par la vitrine, ils ne sont pas censés savoir que ce fromage, eh bien, c'est un fromage parfait et que tu n'as transgressé aucune interdiction. D'accord? C'est la même chose pour les pizzas. Les pizzas avec des substituts de saucissons. D'accord? Ou bien avec des saucisses végétales. D'accord? Eh bien, tout ce genre de cas, au taille, ces situations, elles sont susceptibles de prêter à confusion. Les gens peuvent se tromper, ils peuvent être induits à l'erreur. Et donc, il faut être vigilant. Ce que je viens de vous dire, Rabotai, c'est vrai selon l'avis de Maran, l'auteur du Shulchan Arour, donc pour les Sfaradim, Rabotai, il faut être extrêmement vigilant dans Maritaïn, même dans les sourds des Rabbanan. C'est-à-dire même quand la personne me croit transgresser une interdiction d'ordre rabbinique, c'est pas que ce que je suis en train de faire, il s'agit d'une interdiction de la Torah. Donc je répète, je suis en train d'agir de manière permise. Ce que je fais, c'est permis. Simplement, les gens qui me voient, ils vont interpréter négativement ce que je fais, ils vont dire « Ah, cet homme-là, il est en train de transgresser une interdiction. » Alors, si ils croient que tu es en train de transgresser l'interdiction de la Torah, va dire que c'est interdit selon tous les avis. Mais même s'ils pensent que tu es en train de transgresser l'interdiction d'ordre rabbinique, donc c'est plus léger, malgré tout, le Shulchan Arour nous dit qu'il y a un problème de Maritaïn. C'est-à-dire que Maritaïn, ça va s'appliquer même dans une interdiction, dans une interdit d'ordre rabbinique. C'est pas seulement sur l'interdiction de la Torah qui est un issur de Maritaïn, c'est aussi sur l'interdiction d'ordre rabbinique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette halakha, ce que je viens de dire ou pas? Oui, que je donne des exemples. Un petit exemple. Un petit exemple. Petit ou grand? Petit. Petit. Alors, comme a dit Rochama, on va pas aller loin, parce qu'il est petit, vous avez dit. Vous êtes à table avec votre soeur et vous mangez de la viande, et à côté d'elle, elle vous a déposé son
verre de lait, d'accord, son café au lait près de votre steak. Donc vous êtes en train de manger et à côté, donc je viens, je vois, oh là là, franchement, elle exagère. Elle est en train de manger de la viande et elle est en train de boire du lait. Alors là, manger l'un après l'autre, quand tu manges de la viande et que tu bois après du lait, t'as fait quoi comme interdiction? Bah, ça va rien. Quelle interdiction? De la Torah ou des Rabbanan? Des Rabbanan. De la Torah ou des Rabbanan? Rabbanan. Pourquoi des Rabbanan? Parce que C'est pas cuit. C'est pas cuit, La Torah, c'est c'est pas cuit. C'est un après l'autre et c'est à froid. D'accord? Ah, tu veux dire peut-être que dans ta bouche, tu as encore de la viande pendant que tu bois, tu sais, des fois tu es en train de manger et le couscous de Tata Jacqueline, il te reste coincé dans la gorge. Tu as besoin de boire un peu d'eau ou du coca ou je ne sais quoi, une boisson pour faire passer, n'est-ce pas? Comme le desktop, vous vous rappelez le desktop? Ouais. D'accord? C'est pour les décoincer. Ouais, Déboucher. ça va sortir. C'est-à-dire que ça, c'est pour déboucher. D'accord? Donc là, tu as la gorge remplie. Tu as besoin de boire des fois pendant. Il paraît que c'est pas très bon pour la santé. D'accord? Comme ça, ils disent au nom du Rambam, mais j'ai pas vu le film. Il y a un livre qui a été écrit Guérir par les plantes du Rambam. D'accord? Ça, c'est pas le Rambam qui a écrit ça. C'est pas le Rambam. C'est des. Comment dire? C'est des implications ou des commentaires ou des explications selon le Rambam. C'est pas le Rambam qui a écrit sur les choses. D'accord? On dit que le Rav Shach aussi il a écrit quelque chose bon pour la santé en fin de sa vie, mais c'est pas lui qui a écrit, il n'a pas que ça à faire d'écrire des livres de santé. D'accord? Tandis que le Rav Shach, ouais, il a écrit plein de livres. Simplement ça, le truc par les plantes, c'est pas lui, c'est-à-dire il a écrit énormément, donc ils ont dû recueillir telle phrase. Des fois, quand tu sors une phrase d'un contexte, tu as l'impression que, comment dire, qu'il a dit telle chose, mais en fait, c'est dans un contexte précis. C'est-à-dire que le Rambam, c'est un médecin, c'est vrai, c'est le médecin du roi. Nous, on ne l'utilise pas comme médecin, on l'utilise comme médecin de la dor. D'accord? À côté de ça, il était aussi médecin. Donc, ils ont dû prendre ses écrits, ils ont fait un recueil. Donc il a jamais écrit de livre de santé? Sur la santé. Enfin, un seul? Non, peut-être une fois de plus, peut-être qu'en tant qu'archive médicale, au Caire, là-bas, dans le palais du roi, peut-être qu'il a dû écrire, mais ça n'a rien à voir avec la Torah, il ne faut pas mélanger, c'est ce que je veux dire. Là-bas, dans ce genre de livre, ils te disent si tu fais ça, tu fais comme le Rambam l'indique et tu te conformes à la halakha. Ça n'a rien à voir. La halakha, c'est une chose, les choses de santé, c'est autre chose. Bien, la halakha te demande de conférer et de te comporter avec prudence et de ne pas te mettre en danger, d'accord? Parce qu'il y a l'interdiction, effectivement, de se mettre dans des situations dangereuses. Ça, c'est un autre issue, d'accord? Que l'être humain doit se préserver au maximum et faire attention à sa santé. Mais c'est autre chose, une fois de plus. Là, ils en ont fait tout un... Ils sont sortis les choses... Quoi qu'il en reçoive, donc je répète. Là, quand ton voisin te voit avec ta sœur ou ta camarade en train de manger, donc toi tu manges de la viande, elle mange du lait et qu'elle a déposé le verre de lait à côté. Alors même si je mangeais... D'accord? Même si je mange, donc j'ai de la viande dans la bouche, et maintenant j'ai besoin de boire pendant que je mange. Donc là, dans ma bouche, à ce moment-là, j'ai quoi? J'ai de la viande avec du lait. Donc là, à ce moment-là, que j'ai quoi comme interdiction? Pourquoi des rabbanan? Parce que c'est pas cuit à fait mode, parce que c'est encore à froid, donc ça reste encore des rabbanan. Donc même dans ce cas-là, tu veux dire peut-être que le lait il est chaud. Non, mais c'est pas 45 degrés. Il a fait mode. Quand tu bois quelque chose, c'est jamais 45 degrés. La preuve, c'est que tu peux le boire. Parce que si ça aurait été. Trop chaud, non, Tu n'aurais jamais mis plus dans la bouche. D'accord? C'est pas quelque chose qu'on peut mettre. Même si quand des fois tu sors un thé bouillant, tu mets dans le verre, mais toi tu peux pas le boire à ce moment-là. À partir du moment où tu peux le boire, c'est la preuve qu'il n'est plus. Il y a tous les beau, donc il n'y a jamais de transgression de Horaïta. Dans ce cas-là, c'est qu'une interdiction d'ordre rabbinique. Donc selon ce cas, la personne va me voir, elle va croire que je suis en train de transgresser l'interdiction d'ordre rabbinique. D'accord? Donc de manger de la viande et du lait à froid. Donc selon le Rama, c'est permis, parce que là c'est qu'une interdiction d'ordre rabbinique, même si c'était vrai que c'était du lait. Le Rama, c'est Ashkenaz. Ouais, pour les Ashkenaz. Même si c'était vrai que c'était du lait, donc je l'aurais bu et donc j'aurais transgressé maximum une interdiction d'ordre rabbinique. Donc les gens qui me voient, ils vont ne douter de moi que sur une interdiction d'ordre rabbinique. Le Rama il te dit que c'est permis. Donc pour les Ashkenaz, on aura le droit de faire ça, on aura le droit de boire, on aura le droit de déposer à table de la viande, et à côté de ça, du lait. D'accord? Parce qu'il n'y aurait pas de problème d'oralité. On va voir par la suite qu'il y a une autre interdiction. À table, on ne peut pas manger deux choses différentes. Ça, c'est une autre. Là, je parle de maritime, donc je sors les choses de leur contexte, et je parle d'interdiction, je me focalise sur maritime. Donc, maritime, dans ce cas-là, il y a. Le Rama te dit, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que maximum, même si tu l'aurais transgressé, tu aurais transgressé l'interdiction d'ordre rabbinique. Donc, maritime, selon le Rama, il n'y a pas. Maran, le Shulchan Aruch pour les Sfaradim, je dis non. Même dans l'interdiction d'ordre rabbinique, tu n'as pas le droit de
de faire échouer ton prochain, de faire échouer la personne qui te regarde, elle va croire que maintenant c'est permis ce que tu faisais. Et même dans le rabbinique, tu n'as pas le droit de le faire échouer et de mettre la personne, l'induire en erreur. Donc la halakha nous dit que dans ce cas-là, eh bien pour les Sfaradim c'est interdit, pour les Ashkenazim c'est permis. Donc revenons à Rabotai, ce qu'on disait, on était en train de parler du cheeseburger. Cheeseburger, Rabotai, c'est quoi comme interdiction? Si vraiment tu avais mis une véritable tranche de fromage sur ce steak, tu aurais transgressé quoi comme interdiction en bouteille? Ah, attendez, réfléchissez bien. Non, parce que c'est La viande, comment vous vous rappelez comment vous êtes C'est cuit. comment on fait un hamburger? Vous êtes parti à Burger Bar? Ah, vous êtes trop sérieux Burger Bar ou la rue là-bas? Mais allez-y, franchement, allez-y, soyez sérieux. Donc vous avez de la viande en général, donc ils te mettent les sauces et ils te mettent les salades et après ils récupèrent, ils enlèvent du gris, ils enlèvent le steak bouillant, donc avec la pince, et ils te le mettent sur le pain, magnifique. Après ça, donc normalement, deuxième étape, quand ils font ça Burger King avec du véritable fromage, ils te déposent la tranche. Mais la tranche, elle a été cuite ou pas? Non. C'est-à-dire à quel moment elle va rentrer en contact avec la viande? Quand elle est déposée sur l'achmania, sur le pain. Maintenant, en fait, je vous pose la question sur le pain. Quel niveau de cuisson va atteindre? Quel niveau de cuisson va atteindre sur le pain? Donc tu as déposé un steak bouillant qui vient de sortir du feu sur le pain. Et par-dessus ce steak, tu vas mettre maintenant ta tranche de fromage. Donc je répète, ça n'a pas été cuit. Parce que si ça cuit, ça va fondre, ça va faire des trucs, c'est pas... Ils font exprès de le laisser comme ça, pas cuit. El dente comme ça pour être intact, d'accord? Donc ça n'a pas été cuit, c'est sûr. Donc au maximum, qu'est-ce qui va se passer? On va le déposer sur le steak bouillant. Déposer avec du lait froid sur de la viande bouillante. Quelle est l'interdiction? Alors, vous allez voir dans les lois de Shabbat, de Bichoul, qu'il y a plusieurs niveaux de Bichoul. D'accord? Le premier Bichoul qui est commun à tous, qui est interdit selon tous les avis, c'est Bekli Rishon. Quand c'est sur Kli Rishon, c'est-à-dire que c'est sur le feu. Donc tu as mis une marmite sur le feu, là ça devient Kli Rishon, donc une chaleur de premier degré. Donc là, il y a interdiction absolue. C'est un véritable bijou, que ce soit pendant Shabbat, pendant Bassar Bechalal, quel que soit le cas de figure, c'est un véritable bijou. Qu'est-ce qui se passe si tu as enlevé la marmite du feu, mais tu l'as laissé maintenant sur ton plan de travail, encore chaud, et maintenant tu rajoutes à l'intérieur de cet élément de cuisson, de cette marmite, tu rajoutes des éléments. Attends, est-ce que tu as transgressé une bichou pendant Shabbat comme ça ou pas? Ça dépend quel C'est encore aliment. les chavis, c'est sûr. Ouais, même si c'est pas quel bichou, même si c'est un aliment normal. C'est encore Klérichon, c'est encore bichoul. D'accord? Il y a encore un bichoul dedans. Parce qu'une fois de plus, les parois, elles vont conserver la chaleur. Donc on est encore dans le cas d'une véritable cuisson. Qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, si après tu as pris cette marmite et tu l'as mis dans une assiette, là ça devient... Pourquoi que les shlishi? La fait il y a la louche, donc comme il y a la louche, donc ça fait louche. Donc effectivement, dans ton assiette, ça deviendra klishi. Le Rav Mishash, il dit que si tu as laissé la louche suffisamment longtemps et que ça prend ébullition, elle deviendra elle-même kli rishon, donc quand tu vas le verser, ça deviendra klishi. Mais en général, une assiette, c'est klishi. D'accord? En général, parce que tu laisses pas la marmite, la louche dedans si longtemps, sinon après elle va devenir chaude, tu ne pourras même pas la toucher avec les mains. En général, c'est pas une véritable cuisson, mais c'est ou klichini ou klichini, Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant toi, tu n'as pas de marmite, on a dit qu'est-ce qu'il fasse? Que les parois de la marmite, ça conserve la chaleur, n'est-ce pas? Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as un steak qui était sur le feu, tu l'enlèves avec ta fourchette ou avec la pince, et tu la déposes. Donc maintenant, il est bouillant. Enfin, il y a encore comme ça, c'est encore comme ça en ébullition, magnifique. Il y a encore de la fumée, il y a encore de la chaleur. Donc là, c'est une khaticha, c'est un morceau de viande qui est encore bouillant. Et que maintenant, par-dessus, tu déposes un aliment pendant Shabbat. Tu déposes, je sais pas, tu mets des épices pas cuites. Tu mets par exemple une feuille de thym sur un steak qui vient de sortir du feu. T'as transgressé un bichoul ou pas? C'est un truc qui cuit. La viande elle est très chaude, c'est quoi le truc? C'est la possibilité de cuire à la feuille de...
Vous n'avez pas encore vu ça donc avec mon frère? Si, justement, on a bien la pomme de terre si on veut. Non mais. C'est des aliments qui cuisinent. Après, je parle pas de clavichou, Non, je parle du morceau là que je viens de sortir par rapport à C'est ça. On a dit s'il y a une pomme de terre Oui, chaude ça. qui peut cuire et qu'on pose quelque chose dessus, alors c'est à soi. Non, mais Ouais. la vraie, c'est les pommes. La question, c'est qu'on a au sujet de cette pomme de terre ou cette morceau de viande. Ça s'appelle gouche. Davar gouche. D'accord? Gouche, c'est-à-dire que c'est un morceau, une entité chaude. Bien, on te dit, même quand tu la mets dans Clichénie, même quand tu la mets dans une assiette, elle reste encore chaude. Elle reste encore bouillante. Pourquoi? Parce que quand c'est une entité, c'est un morceau entier. Donc il n'y a pas la sauce, il n'y a pas les parois de l'assiette qui vont le refroidir. Il est encore bouillant, en soi-même il est bouillant. Donc on fait la distinction, c'est très simple. Quand tu as une soupe bouillante et que tu la mets dans ton bol, d'accord, donc le fait de la verser dans le bol, donc ça passe par les parois, donc les parois ils vont refroidir cette soupe. Donc ta soupe maintenant elle va refroidir, donc ça devient Clichénie, n'est-ce pas? T'as un thé bouillant, d'accord? Bien, Bretagne, tu as un thé bouillant et tu veux le refroidir, comment tu fais? On peut faire ça. Ouais, on fait Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Avec l'air ambiant et les parois. Tout simplement, les parois, le contact avec les parois, ça va refroidir. Maintenant, quand tu as quelque chose de gauche, tu as un morceau de viande, tu le poses maintenant sur une assiette, mais en réalité, le morceau, c'est une entité. C'est-à-dire que tout le morceau, il est bouillant. C'est pas parce que ça va pas rentrer en contact, c'est pas qu'il y a de la sauce ou du thé ou un liquide ou une soupe qui va maintenant rentrer en contact avec toutes les parois. Non, c'est un morceau bouillant qui reste en contact, qui ne va pas justement être en contact avec tous les parois, donc ça ne va pas se refroidir. Comme ça dit le Rachal, Rabbi Shlomo Louria, il dit, et comme ça ils disent beaucoup de poskim ashkenazim, selon le Rama, mais le Rama il n'a pas écrit ça, mais en tout cas le Rachal il dit ça, qu'est-ce qui se passe à Rabotai? Il y a un issour de bichoul dans un aliment qui est sorti de Klirishon, quand c'est gouche, quand c'est un morceau entier, donc je répète, un morceau, une cuisse de poulet, un steak, quelque chose donc sans sauce, quelque chose qui n'est pas liquide, même quand tu mets dans un ustensile, dans une assiette ou dans un plateau, et ainsi de suite, eh bien ça reste encore bouillant, ça ne va pas refroidir. Donc davar gouche, pour beaucoup d'ashkenazim, eh bien il faut l'achmir, le considérer comme étant klirishon, même si tu l'as mis dans une assiette ou dans un plateau, donc c'est déjà klisheni ou klishlishi ou ribi, malgré tout, comme c'est encore bouillant et qu'il n'y a pas de contact avec toutes les parois, ça ne va pas le refroidir. C'est clair, Bretagne? Quand ça devient permis? Comment? Comment c'est quand c'est permis? Alors non, alors tout simplement on te dit que c'est ça le chidouche. Le chidouche en Bretagne, c'est de dire qu'en réalité, eh bien, quand c'est davar gouche, selon le Rachel, selon Rabbi Shlomo Louria, ça reste toujours klirishon. En Shabbat, les Ashkenazim, comme j'ai dit tout à l'heure, ils font attention de ne pas saupoudrer, de ne pas mettre des épices, de ne pas mettre cette feuille de thym et ainsi de suite sur la pomme de terre qui vient de sortir du feu ou sur le steak. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on considère que cette pomme de terre, elle a encore le digne de klirishon, même si elle est dans une assiette et que ça fait 3 intermédiaires entre la marmite, entre le plateau et entre l'assiette, ça fait déjà klirivi, déjà, surtout si tu as utilisé une louche, kliramishi. Mais comme c'est encore chaud et que c'est une entité, c'est un morceau entier, donc il n'y a pas les parois qui vont refroidir. Je le coupe et je le défile. Ouais, là, il y a pas seulement où même c'est consommable, alors, dès que tu le coupes, dès qu'on le laisse, là, ça va refroidir. Mais en tout cas, en soi-même, quand il est chaud, quand c'est du thé et qu'on le fait en Clichénie, ça devient Clichénie, même si c'est 100 degrés. On ne regarde pas la température, on regarde le statut, on regarde à quelle étape on se trouve. Donc quand c'est klirishon, quand c'est chaud bouillant, même si c'est en kliramishi, ça reste encore kliramishi, même si c'est chaud bouillant. On ne regarde pas la température, mais là dans le gouche, on va regarder la température. Parce qu'on n'a pas les parois pour le refroidir. Donc pourquoi j'ai dit tout ça à Bataille? Parce que pendant Shabbat, donc on a cet avis du Réchal et de beaucoup de poskim ashkenazim. Mais là, chez nous, on a la viande bouillante qui est sortie du feu. Tu l'as posée sur ce steak, donc tu l'as posé sur ta armania, sur ton morceau de pain. D'accord? Et maintenant, tu vas déposer la tranche de fromage. Magnifique. Donc quand tu déposes la tranche de fromage, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va cuire, ça peut cuire. Alors ça dépend comment ça cuit. Si tu considères comme le Rachal que c'est encore un digne de klirishon, parce que c'est encore bouillant, parce que c'est un gouche. Donc un gouche, c'est une entité, un morceau. Donc si tu dis que c'est encore klirishon pour Shabbat, ça reste aussi klirishon pour Bassar Vechalav. Donc maintenant, si tu déposes la tranche de fromage dessus, qu'est-ce qui va se passer? Elle va cuire. Pourquoi? Parce que dans la loi de cuisson, Chachamim, ils ont instauré, ils ont
donner un clal, un principe tout simplement, c'est que la chaleur toujours elle va se propager vers là-haut. Donc on a bien que le feu, ça monte toujours vers la chaleur, en général elle monte vers là-haut. Donc si celui d'en bas il est bouillant et que celui d'en haut il est froid, eh bien toute cette chaleur va se communiquer à l'élément supérieur. Donc en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Si tu considères que le steak il a un dîner clirichon et que donc maintenant c'est clirichon et que par-dessus tu déposes la tranche de fromage, donc on considère que clirichon, eh bien ça va cuire, il va avoir un véritable bijoux le basar bechalal. Il va avoir un véritable